Cette histoire est différente, car nous y verrons l'épéiste le plus fort du monde recevoir la mission d'éliminer une fille, mais au lieu de le faire, il finit par tomber amoureux d'elle et décide de devenir son professeur. Le personnage principal de cette histoire s'appelle Kufa. Comme je l'ai dit, c'est un maître épéiste qui vit dans un monde sombre et détruit, où presque toute la Terre a été envahie par des monstres appelés l'Ancan. La dernière cité humaine est une grande structure en forme de dôme protégée par un verre solide, divisé en plusieurs secteurs. Quelques personnes dans ce monde possèdent une capacité surnaturelle appelée mana, qui leur permet d'affronter ces monstres en tant que membre de la guilde. Kufa fait partie de la guilde appelée les Chevaliers Blancs, connue pour accepter des tâches sales. Lors d'une de ses missions, Kufa est encerclé par des assassins d'une autre guilde. Ils tirent sur lui, mais Kufa est plus rapide que tout le monde et coupe chaque balle en plein vol, éliminant les ennemis dans l'ordre. Seul le chef du groupe survit, mais le combat est interrompu lorsqu'un vétéran apparaît. Et le chef en profite alors pour distraire Kufa et s'échapper. Le vétéran prévient Kufa qu'il ne sert à rien de la poursuivre, car la cible de la mission est déjà morte. Cette mission impliquait une fille nommée Melita Angel, membre de la puissante famille Angel, l'une des 3 familles les plus nobles du monde. Son grand-père a engagé Kufa pour découvrir si Melita était vraiment sa petite fille ou si sa mère avait eu une liaison avec un autre homme. Eh bien, comme il n'y a pas de test ADN dans ce monde, Kufa devrait alors interroger le père possible, mais maintenant le vieil homme le guide pour infiltrer la vie de Melita et découvrir la vérité. Kufa prend alors un train qui l'emmène dans une partie plus noble de la ville. À son arrivée, il aide une femme excitée à porter ses affaires avant de se diriger vers sa destination, une école d'élite pour filles nobles. Là, il rencontre Melita Angel, qui est ravie de rencontrer son nouveau tuteur. Elle trébuche en le voyant et Kufa la rattrape, créant un moment de risque. Il se présente comme son tuteur personnel pour les 3 prochaines années. Lorsque la cloche de l'école sonne, Melita se dirige vers la classe, mécontente d'apprendre que Kufa l'accompagnera également en tant que garde du corps. L'école est pleine de filles maigres qui s'entraînent aux techniques de combat. Une fille nommée Nerva se moque de Melita, disant qu'elle est inutile, qu'elle n'a pas de mana et qu'elle n'a pas besoin d'un tuteur, mais plutôt de renaître. Melita est dérangée, mais accepte l'invitation de Nerva à s'entraîner. Pendant ce temps, Kufa explique que le mana est une capacité qui apparaît vers l'âge de 7 ans et qui confère des pouvoirs spéciaux aux personnes qui reçoivent le titre de noble. Melita, à 13 ans, n'a pas encore éveillé son mana, ce qui est étrange pour une descendante de la famille Angel. Même sans mana, Melita fait preuve de courage face à Nerva avec de bonnes techniques d'épée. Cependant, en raison d'un manque de pouvoir magique, elle finit par être vaincue. Nerva l'humilie et la compare à sa cousine Elise Angel, qui a déjà éveillé la classe de paladin et à un tuteur d'une guilde renommée. Melita se sent blessée et s'enfuit, suivie de son cousin Eli. Cette nuit-là, Kufa écrit dans son rapport que Melita n'est pas la fille biologique de la famille Angel. Cela active sa mission secrète, où il est censé l'éliminer sur ordre de son grand-père. Malgré cela, Kufa estime qu'elle ne mérite plus de souffrir, car il a été touché par son dévouement. Lorsqu'il se rend dans sa chambre pour terminer la mission, Melita n'est pas là. Il sort en ville et la retrouve dans un parc, en train de combattre 3 Sri Lankais déguisés en clown d'Halloween. Kufa comprend que son grand-père a placé les monstres là pour essayer de forcer l'éveil du mana par le danger, mais cela ne fonctionne clairement pas. Melita se bat courageusement, mais son épée se brise et les monstres l'entourent et l'humilient. Elle ne crie que lorsqu'on essaie de lui couper ses cheveux blonds, qui lui rappellent sa mère, une femme rejetée par sa famille qui a fini par s'enfuir. Melita veut être reconnue comme faisant partie de la famille Angel, et si elle demande de l'aide, elle a le sentiment qu'elle ne sera jamais acceptée. Kufa considère cela comme cruel et ne peut plus supporter de le regarder. Il élimine 2 monstres avec facilité et détruit le 3e avec sa technique spéciale appelée Phantom Blade. Il tend la main à Melita, mais elle se lève fièrement toute seule. Kufa est ému par la solitude de la jeune fille et décide de l'aider. Il propose un moyen risqué d'éveiller le mana. Si cela tourne mal, elle mourra. Melita accepte sans hésitation. Kufa boit une potion et lui en transmet directement le contenu, en utilisant sa bouche. Melita a l'impression de se noyer et d'être déchirée de l'intérieur, mais elle voit une lumière et essaie de l'atteindre. Elle peut réveiller son mana. Ensuite, il montre sa nouvelle forme magique aux servantes, tandis que Kufa regarde de loin, inquiet. Ce qu'il a fait va à l'encontre des règles de la guilde, il doit donc maintenant cacher la vérité à la fille et aussi à ses supérieurs, car s'ils le découvrent, ils seront tous les 2 en danger. Plus tard, Kufa effectue un examen sur le corps de Melita pour s'assurer que la potion n'a causé aucun dommage. Melita est inquiète, mais Kufa dit qu'il est important d'assurer sa sécurité. Il explique qu'elle n'a pas réveillé la classe de paladin, mais plutôt la classe de samouraï, la même que la sienne, puisqu'il a partagé son mana avec elle. Malgré tout, elle peut prouver sa valeur avec effort et dévouement. Kufa l'avertit également qu'elle ne devrait pas utiliser de mana pendant une semaine, uniquement à l'entraînement, ce qui la frustre. La semaine suivante, il y aura un tournoi à l'académie. Nerva est la favorite de la classe et profite de l'occasion pour taquiner Melita,
en lui prenant son livre et en la traitant de manière sarcastique. Kufa entend les commentaires des autres filles et se sent triste pour Melita. Elle se confie ensuite à Kufa, lui disant qu'elle continue d'être la cible de blagues. Il répond qu'elle doit encore évoluer et se préparer tranquillement pour faire ses débuts dans le tournoi. Soudain, ils se rendent compte qu'ils sont suivis. Les poursuivants sont Ellie, le cousin de Melita, et Rosetti Prickett, une fille aux cheveux roses que Kufa a rencontrée dans le train. Rosetti se présente comme la tutrice d'Ellie. Melita est surprise, car Rosetti est célèbre pour être issue d'une famille simple et avoir été reconnue comme noble en rejoignant la guilde Crest Légion. Rosetti demande à Kufa de l'appeler Rose et suggère qu'ils sortent boire un verre. Kufa la refuse froidement, disant qu'elle a une mauvaise influence. Rosetti se met en colère et promet que son élève battra Melita au tournoi. Le jour du tournoi arrive. Melita est nerveuse et pense à abandonner, mais Kufa essaie de l'encourager. Une voiture passe et elle voit son père, mais elle n'a pas le courage de s'approcher de lui. Lorsque Nerva et ses amis apparaissent et se moquent à nouveau d'elle, disant que l'équipe qu'il a choisie est vouée à l'échec, Kufa intervient. Il répond fermement, affirmant qu'il préfère le silence plutôt que d'écouter davantage de provocations. Nerva se met en colère et commence à l'insulter. Melita rassemble son courage, repousse la main de Nerva et défend son tuteur, promettant qu'elle la vaincra dans le tournoi. Pendant ce temps, le père de Melita, Felvi, et son grand-père Mordru regardent le tournoi depuis les tribunes. Mordru observe attentivement Kufa, conscient que le moment est venu d'évaluer les performances du professeur. À l'intérieur de l'arène, les coéquipiers de Melita lui disent qu'elle peut leur laisser le combat, mais elle demande à se joindre à eux. Peu de temps après, le directeur de l'école annonce le début de la bataille, et les filles des deux équipes activent leur mana et courent l'une vers l'autre. Melita prend une grande inspiration et avance vers Nerva, mais sans activer son mana. Nerva court également vers elle, croyant qu'il va la détruire devant tout le monde. Elle active son mana lors du saut et tente d'attaquer, mais Melita active son propre mana au dernier moment et contre-attaque, faisant reculer Nerva. Tout le monde, y compris Nerva, est choqué de voir que Melita peut utiliser le mana. Nerva est furieux et dit que rien ne change simplement parce que Melita a maintenant du mana. Elle attaque à nouveau, et Melita fait semblant d'utiliser son épée, mais donne un coup de pied. Nerva perd le contrôle et Melita en profite pour lui jeter du sable dans les yeux et la projeter contre le mur. Nerva retire alors son limiteur et utilise toute sa force, sautant haut et descendant comme un météore, brisant une partie de l'arène avec l'impact. Lorsque la poussière retombe, Melita reste assise en silence et Nerva pense qu'il a gagné. Elle s'approche et dit qu'elle lui épargnera une nouvelle humiliation si Melita se rend maintenant, puisqu'elles sont amies. Comme Melita ne répond pas, Nerva se prépare pour le coup final, mais Melita pointe son épée vers son cou et dit que les attaques de Kufa sont beaucoup plus effrayantes. Les deux libèrent à nouveau le mana, un vent fort s'empare du terrain, et même blessée, Melita pousse Nerva contre le mur. Cependant, alors qu'elle est sur le point de gagner, Melita manque de mana et perd son épée. Kufa panique et Melita tente de s'enfuir. Nerva saisit sa chance et l'attaque plusieurs fois par derrière, maudissant Melita alors qu'elle tombe au sol. Nerva exige que Melita se rende, mais Melita refuse. Nerva, déjà folle, se met à pleurer de rage. Elle croit que taquiner Melita est une forme d'amitié et ne supporte pas de la voir devenir plus forte. Nerva jure qu'il laissera Melita confinée dans un fauteuil roulant, mais Melita a toujours une lettre cachée. Elle réveille à nouveau le mana et utilise la technique de la lame fantôme, jetant Nerva au loin. Kufa est choqué de réaliser que Melita a appris ce mouvement en observant et en pratiquant en secret. Melita emprunte l'arme de Nerva et se précipite pour détruire le point de contrôle de l'équipe adverse. Les compagnons de Nerva tentent de l'arrêter, mais l'équipe de Melita apparaît et la protège. Elle détruit le point de contrôle et assure la victoire de l'équipe. Après le combat, Melita court vers Kufa, s'attendant à une tape dans le dos pour sa performance, mais il la soulève dans ses bras et lui dit qu'elle a fait encore mieux que ce qu'il attendait. À ce moment-là, le père de Melita passe devant elle sans même la regarder. Melita l'appelle en lui disant qu'elle a gagné la bataille. Il répond que c'était juste un tournoi scolaire et que s'il veut prouver quelque chose, il doit se démarquer lors du championnat inter-école. Melita se met à pleurer à cause de la froideur de son père, mais Kufa lui demande de voir le bon côté des choses. Elle a eu le courage de parler à son père, et même sans le résultat qu'elle souhaitait, elle a reçu une réponse. Kufa dit que c'est déjà un grand pas, Melita le croit. Peu de temps après, Nerva apparaît en train de courir. Melita est surprise, mais Nerva lui rend simplement son livre. Elle s'excuse timidement et s'en va. Peu de temps après, Melita participe à un autre match. Cette fois, l'équipe rivale est menée par Ellie, qui gagne seule en utilisant sa classe de paladin, surprenant tout le monde. Quelques jours plus tard, Melita montre à Kufa sa robe pour le carnaval de l'école. Kufa réagit avec indifférence et dit qu'il n'aime pas les fêtes parce qu'il a grandi dans un endroit sombre où de telles célébrations n'existaient pas. Melita se sent désolée pour lui et lui demande de danser avec elle autour du feu de joie le premier jour du festival. Kufa dit qu'il aura une mission ce jour-là, mais promet de revenir le dernier jour pour tenir sa promesse. Le festival commence et toutes les filles portent leurs uniformes. Ellie attire l'attention parce que sa femme de chambre a fait confectionner un uniforme spécial, ce qui a suscité des critiques. Certaines personnes pensent qu'elle est belle,
d'autres disent qu'elle pense qu'elle est trop cool pour ne pas porter l'uniforme comme tout le monde. Ellie se sent mal et s'enfuit. Melita court après elle et la trouve en train de pleurer à la fontaine, disant qu'elle voulait porter les mêmes vêtements que ses amis, mais sa femme de chambre ne l'a pas laissé faire. Melita tente de la réconforter, mais les lumières s'éteignent soudainement et des hommes cagoulés apparaissent, menés par la momie. Melita et Ellie sont kidnappés et Melita se réveille dans un endroit étrange. Lorsqu'il tente d'activer le mana, il se rend compte que les bandes attachées à ses poignets scellent ses pouvoirs. Elle se tourne vers la momie et réalise qu'il est sri-lankais. Elle lui demande ce qu'il fait dans la zone humaine. L'ennemi commence à trop parler, disant qu'il est un lycanthrope artificiel, créé par modification génétique, et qu'il travaille pour une organisation appelée Yield Grinfu. Melita demande pourquoi elle a été kidnappée et la momie ordonne qu'Ellie soit amenée. Le plan est de transplanter de force la classe de paladin d'Ellie dans le corps de Melita. Les chances de succès sont faibles et même si cela fonctionne, leurs deux vies sont en danger. Melita devient désespérée et se rend compte qu'il se trouve dans un musée isolé, entouré par la guilde ennemie. Ellie se réveille et commence à crier lorsqu'il voit les monstres, car il a la phobie des clowns et des épouvantails depuis qu'il est enfant. Melita a toujours protégé sa petite sœur et se rend compte qu'elle doit le faire à nouveau. Elle brise la jambe d'un dinosaure avec un marteau, le faisant tomber sur les monstres, et s'échappe avec Ellie. Il trouve les plans du bâtiment et décide d'utiliser la sortie de secours. Melita garde Ellie calmée, sans mana ni arme divine, cherche une autre solution. Elle se souvient que la robe d'Ellie était faite d'un tissu sacré, alors elle la déchire et la transforme en torchets. Elle a l'intention de les allumer en utilisant le silex de Tyra. Avant qu'ils ne puissent le faire, les monstres les atteignent et frappent Melita. Ellie est capturée. Pour la sauver, Melita écrase Tyra au sol, libérant le feu du joyau et allumant la torche. Avec la torche sacrée improvisée, elle chasse les monstres, brûlant l'un d'eux et perçant l'œil de l'autre. Après avoir libéré Ellie, elle court vers la sortie, mais trouve la momie qui l'attend. Melita attaque, mais il est plus fort. Il prend la torche à main nue et éteint le feu. Cela frappe ensuite Melita et Ellie. Malgré cela, Melita tente de rallumer le feu, mais la momie s'approche. Alors qu'il s'apprête à l'attaquer, Melita et Ellie lui font face, et la force émanant d'eux deux le met en alerte. Il se rend compte qu'ils représentent une véritable menace et décide de les tuer sur le champ. Au moment où il s'apprête à attaquer Melita, la porte explose. Kufa et Rose apparaissent pour les sauver. Ils protègent les filles et avancent contre les ennemis. Kufa coupe les monstres avec son épée tandis que Rose, agile et confiante, utilise des acrobaties et des ailes de mana pour vaincre les autres. Les ennemis vaincus, Kufa demande à Rose de s'occuper des filles pendant qu'il traque le véritable coupable. Kufa rencontre la momie, qui dit que la tâche de tuer Melita a été confiée à sa guilde après l'échec de Kufa. Kufa comprend que le cerveau était le grand-père de Melita. La momie injecte un liquide dans une sphère d'apparence étrange, provoquant l'émergence d'un monstre géant couvert de flammes violettes. Il dit qu'il est un lycanthrope artificiel avec des attributs maximum. Le monstre attaque et Kufa esquive, mais est attaqué par les bandages de la momie. Kufa se défend, surmonte la vitesse de l'ennemi et le renverse. Cependant, lorsqu'il est distrait, la momie le lie avec les bandages et scelle son mana. Kufa, n'ayant plus d'autre choix, se coupe la main pour continuer à se battre. La momie est surprise, mais demande si la fille vaut tout ça. Kufa répond que dans quelques années, Melita sera une femme puissante, plus forte que lui, et qu'il la protégera jusque-là. L'ennemi envoie le monstre pour terminer le travail. La créature avale Kufa, mais peu de temps après, une onde de choc remplit l'endroit. Kufa sort du monstre et le détruit avec sa vraie force. Avec des cheveux blancs et une aura bleue ardente, Kufa montre son véritable pouvoir. Il replace sa main et révèle son identité, il est un demi-vampire, l'un des plus puissants parmi les Lankais. La momie panique. Kufa le plaque contre le mur et prétend que Melita a des pouvoirs similaires à ceux d'un paladin, ce qui prouve qu'elle est une fille légitime de la famille Angel. Finalement, il ordonne à la momie de porter un message à l'entrepreneur, s'il touche à nouveau Melita, il n'y aura pas de seconde chance. Sur ce, Kufa laisse la momie allongée sur le sol et retourne aux côtés de Melita. Il dit que c'est son père qui lui a envoyé l'information sur l'enlèvement, lui permettant d'arriver à temps. Melita est émue d'entendre cela, et Kufa en profite pour l'inviter à danser, comme il l'avait promis. Melita lui offre joyeusement sa main et lui demande ensuite combien de temps il sera son tuteur, car elle veut qu'il reste à ses côtés jusqu'à ses 18 ans. Kufa s'agenouille devant elle, promet de rester à ses côtés aussi longtemps qu'elle aura besoin de lui, puis les deux commencent à danser. Bientôt les cours reprennent et Ellie se rapproche de Melita, puisqu'ils sont à nouveau ensemble. Les tuteurs suivent derrière, et Rose essaie également de se rapprocher de Kufa, qui s'éloigne poliment. Il lui rappelle qu'ils sont rivaux et que les clients ne seraient pas contents de les voir si proches, surtout la gouvernante d'Ellie, qui les observe avec méfiance. Tout le monde se dirige vers le château de verre, où se déroulera une compétition entre les écoles. Lors de l'assemblée, Melita demande à rejoindre l'équipe d'Ellie, mais Ellie hésite. Avant qu'elle ne puisse répondre, la directrice annonce le début du tournoi de sélection Luna, où les deux meilleurs élèves des écoles sœurs s'affronteront pour le titre de Moon Maiden. Pendant ce temps, les autres étudiants continueront leurs cours, et les 4 candidats auront le temps de s'entraîner jusqu'au véritable test en fin de semaine. Lorsque les candidats sont annoncés,
les noms de Melita et Ellie apparaissent sur le monument de verre, surprenant tout le monde. Malgré cela, le réalisateur confirme les noms et les filles, surmontant leur choc, se tiennent devant tout le monde. Le réalisateur demande aux candidats de choisir leurs équipes. Melita observe les visages froids autour d'elle et perd espoir, mais Mirva se porte volontaire, suivie de Krista, une étudiante de 3e année qui devrait être la vraie candidate. Les équipes étant constituées, le directeur déclare le début du tournoi et isole le campus avec une barrière magique. Plus tard, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Melita aurait utilisé une astuce pour faire inscrire son nom sur le monument. Elle pleure et essaie de s'expliquer auprès de Kufa, qui la serre dans ses bras et lui promet que même si le monde se retourne contre elle, il continuera à croire en elle. Eh bien, il semble que le personnage principal soit un véritable attaquant, même si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, commentez une phrase aléatoire avec attaquant afin que nous puissions prouver à YouTube que vous n'êtes pas un robot. Ce sera drôle de voir des gens entrer dans la vidéo et voir un tas de commentaires sur l'attaquant sans rien comprendre. Quoi qu'il en soit, après cela, Melita et ses coéquipiers commencent à s'entraîner avec l'aide de Kufa. Pendant une pause, elle pense à quel point Ellie semble plus fort. Une élève de l'école B apparaît et dit qu'elle a entendu parler des sœurs Angèle. Elle encourage Melita à vaincre Ellie et à prouver qu'elle est digne de la lignée principale de la famille. Après cela, la fille disparaît avec le vent, et Kufa arrive ensuite. Il soupçonne une conspiration et surprend la gouvernante d'Ellie agissant de manière suspecte sur le campus la nuit. Lorsque Kufa la confronte, elle essaie de cacher quelque chose dans sa robe. Kufa la remarque et la dénonce devant Melita et les autres, en disant que c'est elle qui a mis les noms des filles sur le monument. La gouvernante, sous la pression, avoue qu'elle a fait cela pour monter les sœurs les unes contre les autres et prouver qu'Ellie était supérieure. Melita répond fermement et dit qu'elle montrera qu'elle n'est pas inférieure à Ellie. Plus tard, Kufa trouve un origami noir sur le sol, symbole qu'il a reçu un message de la guilde des Chevaliers Blancs. Il se rend dans la forêt et rencontre Black Mania, l'un des membres les plus puissants de la guilde, qui ne communique que par lettres jetables. Elle dit que le chef de la guilde veut savoir ce qu'il cache à propos de Melita et menace de la tuer s'il découvre quelque chose. Kufa réagit en attaquant, disant qu'il ne permettra à personne de nuire à son élève. Ils se battent et Menia utilise des mots offensants pour essayer de le distraire. Cependant, Rose apparaît et rejoint le combat. Elle a entendu le bruit et a décidé d'aider. Rose lance sa rondelle sur Menia, qui la bloque et répond avec des tirs. Les coups de feu manquent leur cible, mais elle sort alors une troisième arme. Rose est surprise par la quantité de ressources cachées, mais Menia déclare qu'elle va les détruire toutes les deux. Avant qu'elle ne puisse le faire, une foule s'approche et, comme Menia est extrêmement réservée, elle disparaît, laissant un avertissement à Kufa qu'elle sera toujours sur ses gardes. Rose demande qui était cette fille, et Kufa répond qu'elle est le clown le plus dangereux de la guilde, capable d'imiter les 7 classes de mana de base. Pendant ce temps, Ellie rend visite à Melita et dit qu'il prévoit de perdre le combat exprès pour que tout le monde la reconnaisse. Ellie prétend qu'il ne se soucie pas des moyens, mais veut rester aux côtés de sa sœur, même s'il croit que Melita n'est pas au même niveau, mais malgré l'intention, Melita est émotionnellement blessée par ces mots. Kufa et Rose informent la directrice du danger posé par Black Mania et suggèrent de suspendre le tournoi. La directrice répond qu'elle ne le fera pas, car le défi fait partie du parcours des candidats. Le lendemain, Rose voit Ellie prendre un café seule et lui demande s'il y a eu un désaccord. Ellie nie cela, mais sa gouvernante insiste sur le fait que Melita est inférieure. Pendant ce temps, Melita est soutenue par Nerva, qui s'assoit à côté d'elle en disant que c'était seulement parce que l'endroit était vide. Krista rejoint également le groupe et anime l'ambiance. Les journées s'écoulent entre études, entraînement et renforcement des liens. À la veille du procès, Kufa entre dans la chambre de Melita avec un verre de lait pour lui donner de l'énergie. Melita le remercie et commente que le lait du professeur est très savoureux. Kufa pose ensuite des questions sur Ellie, et Melita révèle que sa sœur veut perdre exprès. Elle dit qu'Ellie l'a toujours admiré, mais maintenant elle a l'impression qu'il était peut-être un mauvais exemple. Kufa lui conseille de parler à sa sœur et d'exprimer ses sentiments. Le lendemain, le test commence. Le réalisateur explique qu'il s'agira d'une bataille de style Battle Royale, où chaque équipe devra capturer les emblèmes des adversaires. L'ensemble du campus servira de champ de bataille et les spectateurs disposeront de jumelles magiques pour suivre. Les 4 équipes prennent position et Kufa fait ses adieux à Melita, car il a l'intention de profiter de cette occasion pour s'occuper de Menia. Melita et son équipe avancent et font face aux gardiens de verre, qui ne les laissent passer qu'après avoir montré leur mana. Ils entrent dans le hall principal, où l'un des membres de l'équipe d'Ellie tire un coup de semonce. Un autre ennemi attaque par derrière, mais Nerva défend le groupe. Ellie apparaît et Krista et Mirva demandent à Melita de la poursuivre pendant qu'elle retienne les autres adversaires. Melita suit Ellie jusqu'à l'allée centrale. Les deux activent leur mana, leur or et leur argent, et commencent le combat. Melita demande à Ellie de révéler ce qu'il ressent vraiment. Ellie repousse Melita et dit qu'il l'évitait toujours parce qu'il ne voulait pas découvrir à quel point sa sœur était faible. Elle attaque Melita, qui esquive, et Ellie déclare qu'elle est d'accord pour être secondaire, car elle a toujours voulu être en dessous de sa sœur. Melita se sent soulagée d'entendre cela. Quand Ellie tente de mettre fin au combat,
Melita bloque et déclare qu'elle la dominera complètement au combat. Les deux se préparent à porter leur dernier coup. Ellie prétend que Melita ne gagnerait pas même dans 100 ans, mais Melita coupe son épée et lui demande de le répéter. Ellie tremble et Melita la bête en disant qu'elle sera la sœur la plus forte, quel qu'en soit le prix. Elle se met à pleurer et demande à Ellie de lui faire confiance. Les deux se réconcilient, mais Nerva apparaît et dit que ce serait dommage que quelqu'un gâche ce moment. Pendant ce temps, Kufa retrouve la fille qui a rendu visite à Melita et soupçonne qu'elle est Menya déguisée. Il exige le sac contenant les preuves qu'elle a recueillies. Quand elle refuse, Kufa coupe le sac et la plaque contre le mur. La fille réagit de manière inattendue, insinuant qu'elle est maître dominée. Kufa ignore la provocation et l'attaque. Elle se défend avec l'épée et le mana noir, forçant Kufa à battre en retraite. Il se rend compte que la fille a le pouvoir d'absorber le mana ennemi, quelque chose que Menya ne peut pas imiter. Il s'agenouille et lui demande son nom. La jeune fille se présente comme Miu, fille d'une des 3 grandes familles nobles et porteuse de la classe Diabolo. Kufa s'excuse et s'enfuit. Miu est attristé, mais soulagé que ses affaires soient intactes. Kufa retourne au château de verre, réalisant qu'il a fait une erreur et que Menya doit être près de Melita. Et il a raison. Menya s'est déguisée en Nerva, et Melita s'en rend compte lorsqu'elle remarque que son mana est différent. Menya révèle son identité et utilise sa capacité pour provoquer une explosion géante qui commence à détruire le château. Melita et Ellie tentent de s'échapper, mais Menya les attaque par derrière. Melita se met devant sa sœur pour la protéger, même si elle est plus faible. Menya presse et domine Melita, qui commence à s'effondrer. Elle dit au revoir, mais les gardiens de verre l'identifient comme une intruse et tentent d'arrêter l'attaque. Elle détruit leurs armes et saute pour porter le coup final, mais Kufa arrive à temps et sauve les filles. Rose apparaît peu de temps après, mais Kufa n'a pas besoin d'aide. Il pousse Menya dehors et la désarme. Kufa coupe le manteau de Menya et découvre qu'elle est une petite fille aux traits androgynes. Elle est gênée par sa défaite et prétend qu'elle ne peut pas retourner à la guilde comme ça, mais Kufa fait preuve de générosité et lui donne un rapport supplémentaire afin que le chef de la guilde puisse juger la situation en fonction de celui-ci. Plus tard, la chef de l'école Bi est couronnée Moon Maiden et Nerva est retrouvée inconsciente dans la forêt. L'incident avec Menya est officiellement ignoré, mais Kufa commence à soupçonner la gouvernante en chef, qui n'a pas de mana et n'aurait donc pas pu entrer dans le château de verre. C'est Stukul qui a aidé à changer les noms sur le monument. Pendant ce temps, Miu parle à Sarah, l'une des cadettes de l'école des abeilles, du tournoi. Miu se vante de transporter dans son sac un analyseur de mana qui enregistre les données de toutes les filles présentes. Elle a l'intention d'analyser le mana de Melita et d'offrir ce cadeau au frère aîné de Sarah, le chef de la famille ducale Shiksal, espérant attirer son attention. Plus tard, Melita parle à Ellie et dit qu'elle forme une nouvelle unité dont elle sera le chef. Elle invite sa sœur à rejoindre le groupe, et Ellie accepte avec joie l'invitation. Les deux sœurs s'embrassent. Ailleurs, Menya est renvoyée à l'académie par son supérieur, qui la désigne comme instructrice pour observer Kufa et Melita depuis l'intérieur de l'école, ce qui la laisse clairement insatisfaite. Un jour, Melita se réveille et trouve son tuteur avec une épée en bois levée sur son visage. Elle le complimente et il loue sa perception croissante même dans son sommeil. Elle n'est pas contente d'apprendre qu'il a essayé de l'entraîner pendant qu'elle dormait, mais Kufa lui dit de se préparer, car le voyage scolaire est sur le point de commencer. Alors qu'il marche, Melita continue de gronder Kufa pour avoir envahi son espace personnel. Soudain, un supérieur de Kufa passe et lui tend un flacon de médicaments, lui demandant de l'utiliser avec précaution. Kufa est surpris, mais bientôt Ellie et Rose rejoignent le groupe. Rose est agitée et demande à Kufa de l'épouser. Les filles sont surprises par le désespoir de Rose, qui explique que son père a choisi un fiancé pour elle, mais qu'elle a refusé en prétextant qu'elle avait déjà un petit ami. Comme il n'avait pas d'autre choix, Kufa a été choisi pour jouer ce rôle, et il accepte de l'aider, laissant Melita mal à l'aise. Alors qu'il marche vers l'école, Rose s'accroche à Kufa et l'appelle par des surnoms, ce qui rend Melita si jalouse qu'elle s'accroche également à lui. À ce moment-là, le réalisateur apparaît et réprimande le comportement des trois, critiquant Melita et Rose, mais louant Ellie pour son comportement exemplaire. Melita répond sèchement, alors qu'une voiture s'arrête devant eux et qu'un homme excentrique en sort. Cet homme est le père adoptif de Rose, connu pour son comportement extravagant. Elles entrent dans l'académie et Rose et Kufa expliquent aux filles que le district qu'elles vont visiter appartient au territoire de Blossom, une experte en génie génétique. Blossom se tourne vers Rose et dit qu'elle a l'intention de célébrer son mariage pendant le voyage. Rose le nie fermement, présente Kufa comme son petit ami et dit qu'elle n'a pas l'intention d'épouser qui que ce soit. Blossom menace de réagir, mais lorsqu'elle regarde Kufa dans les yeux, elle ressent quelque chose d'étrange et recule. Il dit avoir déjà vu ce visage, dans une ancienne affaire de meurtre de masse commis par un garçon de 12 ans dont le visage était identique à celui de Kufa. Tout le monde est mal à l'aise avec l'histoire, mais le réalisateur les prévient qu'ils sont en retard et leur demande de passer à autre chose. Pendant que les autres accompagnent le directeur, Kufa dit à Melita qu'il restera dans sa chambre car il ne se sent pas bien. Melita lui demande s'il a été dérangé par ce qu'il a entendu, mais il répond qu'il ne se soucie que de son opinion. Il s'éloigne et Melita sent que quelque chose d'étrange se passe. Elle n'arrive pas à se concentrer sur l'assemblée et décide de le poursuivre, mais croise le chemin de Menya,
agissant désormais comme enseignante sous une fausse identité. Ménia empêche Melita de continuer, lui demandant de retourner à l'assemblée. Alors qu'elle s'approche, Melita a un flash de souvenir d'un homme maudissant le roi des glaces bleues infernales. Melita se rend compte que le professeur n'a pas entendu les voix et entend alors un cri venant de l'assemblée. Il court là-bas et trouve un étudiant évanoui sans raison apparente. Kufa arrive également. Blossom prend le contrôle de la situation et présente l'une de ses inventions. Il révèle un tube à essai contenant une potion qui réagit à la moindre présence de mana. Blossom verse le contenu sur le feu de l'assemblage, et une brume bleue se répand sur la zone avant de retourner à la flamme, désormais teintée de bleu. Il analyse le phénomène et affirme que la personne responsable de ce qui s'est passé est un homme d'une vingtaine d'années. Tout le monde regarde Kufa, qui admet qu'il n'a aucun moyen de prouver son innocence à ce moment-là. La visite continue et Kufa est autorisé à accompagner le groupe. Melita reste inquiète, certaine que son tuteur n'a rien à voir avec l'incident. Le train traverse une région sombre avec des aurores boréales permanentes et des tonnerres sporadiques. Blossom commente que cela est caractéristique de sa région. Ils arrivent à la ville souterraine de Shangarda, pleine de végétation grâce aux recherches de Blossom. Tandis qu'il explique les plans, Melita observe Kufa attentivement. Soudain, elle entend à nouveau la voix de l'homme et identifie un rocher comme source possible du bruit. Quand elle va la toucher, Kufa l'arrête. Blossom les emmène également loin de l'endroit, disant qu'il se trouve dans une zone mystérieuse qui défie la logique. Farji avait conclu que cet endroit produisait un champ magnétique puissant, provoquant des phénomènes inexpliqués. Un homme accourt et prévient Blossom d'un nouveau cas de maladie en ville. Ils se rendent sur la place et trouvent un homme transformé en créature irrationnelle. Blossom ordonne aux soldats de l'éliminer immédiatement. Les filles sont horrifiées par l'exécution, mais Blossom affirme que c'était un acte de miséricorde, car il n'y a pas de remède. Plus tard, Rose emmène Kufa dans une église et lui demande pourquoi il a accepté de l'aider. Il détourne le regard, mais est interrompu par plusieurs enfants qui courent vers Rose. Elle explique qu'ils ont tous perdu leurs parents et ont été adoptés par leur père, tout comme elle. Kufa retourne à l'auberge et trouve Melita irritée. Elle exige qu'il l'aide à mettre ses chaussettes, disant qu'il ne la voit même pas comme une fille. Kufa, n'ayant aucune patience pour ses provocations, lui demande si elle aimerait sortir avec lui. Melita change immédiatement d'attitude et l'accompagne dans une visite des tunnels de la ville. Ils arrivent à un lac éclairé entouré de formations rocheuses uniques. Melita admire le paysage et Kufa la guide vers la partie la plus impressionnante de la grotte. Il saute d'une falaise et au lieu de tomber, il commence à flotter. Il tourne et danse en apesanteur. Kufa explique que la zone possède un fort magnétisme, ce qui provoque cet effet. Melita est inquiète et lui demande comment il en sait autant sur cet endroit, et il répond qu'il y était déjà allé en mission dans le passé. Il retourne au lodge et Kufa l'aborde avant d'aller dormir. Elle leur demande à nouveau de partir et s'excuse d'être exigeante. Melita dit qu'elle ne veut pas que d'autres personnes s'approchent de lui. Alors qu'elle s'endort en parlant, Kufa lui caresse le visage et s'avoue qu'elle a été la première personne à éveiller des sentiments en lui, et c'est pourquoi il ne sait toujours pas quoi faire. Pendant la nuit, Melita rêve qu'elle se trouve dans un endroit sombre. Elle appelle son tuteur, mais entend une voix qui lui demande du sang. Elle se réveille effrayée et sent quelque chose d'étrange sur son cou. Ellie court dans la pièce et prévient qu'il y a eu une autre attaque. Melita se rend compte que Kufa n'est pas dans la pièce et court avec les autres filles vers l'église. Là, il trouve Blossom en train de pleurer sur les enfants de l'orphelinat, qui ont également été attaqués. Le directeur examine les victimes et déclare que leur énergie vitale a été épuisée, comme cela est arrivé à l'élève précédent. Elle demande à Melita où est son tuteur, et Melita répond qu'il a disparu depuis le matin. Blossom est convaincu que Kufa est le coupable et leur ordonne de le retrouver. La directrice reprend les filles, mais Melita s'enfuit pour chercher son tuteur. En chemin, elle est interceptée par Ménia, qui soupçonne que Melita tente de défendre Kufa. Même si elle considère que c'est une idée stupide, Ménia décide de l'aider. Les deux se rendent dans la pièce, où Ménia commence à enfiler sa tenue de combat et dit à Melita de chercher les endroits mystérieux. Kufa avait averti Ménia de l'augmentation de ses sites ces dernières années et lui avait demandé de surveiller Melita au cas où quelque chose arriverait. Ménia enfile un uniforme scolaire et lorsqu'une femme de chambre apparaît et leur demande pourquoi ils ont séché les cours, les deux prétendent être un couple qui sort ensemble. La serventerie se souvient de sa jeunesse et leur donne du chocolat. Après cela, les filles sortent pour recueillir des informations. Melita est trop directe et reçoit une réprimande accompagnée d'un bonbon. Ménia prend les devants et les emmène chez un fleuriste. Là, elle gagne la confiance de la vendeuse en parlant en bien de Blossom et de son rôle dans la découverte des endroits mystérieux. De cette façon, vous obtenez toutes les informations dont vous avez besoin. Il se dirige vers la destination la plus énigmatique de toutes, appelée Crooked House. Malgré l'interdiction de Blossom, ils entrent dans les lieux et se rendent compte que rien ne semble sortir de l'ordinaire. Ménia examine le bâtiment et se rend compte qu'il a été construit de cette façon intentionnellement, et non à la suite d'un accident. Elle trouve une porte secrète qui mène à un escalier souterrain. Ménia prévient que tout pourrait arriver là-bas et demande à Melita de rester à proximité. Alors qu'ils descendent, elle remarque que l'endroit semble avoir été créé pour éloigner les visiteurs,
ce qui indique que quelque chose de sombre est caché. Les deux trouvent un donjon souterrain. Après avoir traversé des laboratoires et des cages vides, ils tombent soudainement sur une scène terrifiante où ils trouvent des corps sans vie enchaînés à l'intérieur des cellules. Médée prétend que ces gens ressemblent à des citoyens de Shangarda et que, de plus, ils sont les échecs résultant des expériences légales avec le facteur génétique de la nuit, qui les transforme en lycanthropes. Melita est horrifiée et Médée désigne alors le bras de l'un des corps, où se trouve un accessoire identique à celui porté par l'homme qu'ils ont vu mourir. Médée croit que Blossom est responsable de tout, quelqu'un qui répand des mensonges sur des tâches et des maladies mystérieuses juste pour pouvoir kidnapper plus de personnes pour ses expériences. Soudain, Melita entend à nouveau la voix de l'homme à capuche, lui demandant de tuer quelqu'un et de verser du sang. Elle ressent un violent mal de tête et croit que quelqu'un d'autre est sur le point de mourir. Elle court dehors, essayant de comprendre comment elle sait où la prochaine attaque aura lieu. Elle se rend sur place et entend des gens dire qu'un étudiant a été tué. En entrant, Melita trouve Ellie évanouie sur le sol, et Blossom tient Rose dans ses bras, pleurant et lui disant qu'elle est morte. Melita est sous le choc, et même le réalisateur ne peut rien dire de plus. Elle informe que Melita ne s'est pas présentée à l'entraînement et qu'Ellie s'est inquiétée et est partie la chercher. Rose accompagnait son élève, et les deux furent attaqués par quelqu'un de très puissant. L'homme choisi par Blossom comme gendre accuse Kufa et ordonne aux villageois de le retrouver immédiatement. Blossom se lève avec le corps de Rose et dit qu'elle peut la sauver grâce au pouvoir de la science. Melita, sans voix, ramène Ellie dans la pièce. Ménia entre dans la pièce et commente qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui pourraient vaincre un paladin comme Ellie et un guerrier expérimenté comme Rose en même temps. Melita demande un moment seul avec sa sœur, et Ménia répond qu'elle peut prendre tout le temps qu'elle veut, car elle ne quittera pas la pièce tant que tout ne sera pas calmé. Après le départ de Ménia, Melita s'excuse auprès d'Ellie, croyant qu'elle n'a été attaquée que parce qu'elle est partie la chercher. Melita essaie de comprendre ce que sa sœur voulait lui dire avant tout cela et prend son épée, jurant de la protéger. À ce moment-là, Melita entend des cris à l'extérieur et Krista court dans la pièce, lui demandant de s'enfuir. Krista dit que Blossom a été attaqué et que l'agresseur a volé le corps de Rose avant de s'enfuir. Le même mana avec des flammes bleues a été retrouvé sur les lieux, et maintenant toute la ville est après Kufa. L'académie n'a aucun moyen de le défendre. Les villageois veulent capturer Melita pour l'utiliser comme otage. Krista verrouille la porte et demande à Melita de s'échapper. Melita saute par la fenêtre, s'excusant auprès de tous ceux qui se sont impliqués à cause d'elle. Elle est déterminée à découvrir la vérité, à venger Ellie et Rose et à prouver l'innocence de Kufa. Elle se rend au rocher où elle a entendu l'étrange voix plus tôt et se souvient comment Blossom et Kufa ont essayé de l'éloigner de là. Convaincue qu'il y a quelque chose de caché, elle utilise son mana et détruit la pierre. Un tunnel secret se révèle. Melita entre et suit un petit ruisseau jusqu'à ce qu'elle trouve un squelette humain piégé dans une toile d'araignée. Elle rampe sous le corps et continue, jusqu'à ce qu'elle atteigne une cachette avec une salle d'études secrète. Melita trouve des documents portant la signature de Blossom ainsi que des parchemins et des livres anciens. Les textes parlent du facteur génétique de la nuit, de son extraction chez les lycanthropes et de sa tentative de transplantation chez l'homme. Elle découvre que Blossom fait cela depuis longtemps et qu'elle a commis une grave erreur lors d'une expérience réalisée il y a 7 ans. Soudain, Melita entend à nouveau la voix de l'homme à capuche et réalise que quelqu'un est entré dans sa maison. Il demande qui elle est. Melita dégaine son épée et se présente comme un paladin, exigeant de savoir qui il est et où il se cache. Il rit et dit qu'elle fera un excellent cochon d'Inde. Melita observe les environs avec prudence et voit soudain Rose, vivante, mais avec ses cheveux d'une couleur différente. Melita l'appelle, mais fait une erreur, car Rose réveille une flamme bleue dans l'un de ses yeux et marche vers elle en lui demandant du sang. Rose agit comme un vampire assoiffé et s'approche lentement. Melita observe le mana de flamme bleue et demande si Rose est responsable de tout. Elle trébuche sur une table, ce qui donne à Rose le temps de réduire la distance. Rose suit les ordres de la voix cagoulée, qui lui demande de se nourrir du sang du disciple de Kufa. Au moment où Rose attaque, Kufa apparaît et sauve Melita. Il tente de ramener Rose à la raison, et l'homme à capuche l'appelle le roi des glaces, utilisant des mots moqueurs pour l'insulter. Kufa s'en fiche, sa vraie forme est révélée et il lutte pour retenir Rose. Il lui dit qu'elle n'appartient plus aux ténèbres et qu'elle doit utiliser ses souvenirs humains pour garder le contrôle. Pourtant, les mots ne l'atteignent pas et Rose s'enfuit. L'homme dit à Kufa que Rose a passé 7 ans à avoir soif et qu'elle est maintenant à la merci de son instinct, sur le point de devenir sa servante. Kufa est attristé, tandis que Melita regarde son apparence sombre avec peur. Kufa s'approche de Melita et la retient. Il dit qu'il utilisera son pouvoir pour sceller ses souvenirs de lui au plus profond de son cœur, où ils ne seront plus jamais accessibles. Kufa affirme qu'elle ne ressentira aucune douleur, mais qu'à la fin du processus, elle le verra comme un étranger. Melita proteste qu'elle ne veut pas l'oublier, mais Kufa insiste, disant qu'il continuera à être son tuteur même si elle l'oublie. Il avoue que personne ne l'a jamais accepté sous cette forme et qu'il craint le regard que Melita porte maintenant. Il s'excuse,
admettant que sceller ses souvenirs est un acte égoïste. Melita se lève et répète les mêmes mots qu'il lui a dit un jour. Elle promet de rester à ses côtés, même si le monde dit le contraire. Elle le serre fort dans ses bras, lui disant que chaque partie de lui est belle. Melita l'embrasse soudainement et déclare qu'elle l'aime vraiment. Kufa, nerveux, dit qu'ils sont différents. C'est un demi-lycanthrope, son ennemi naturel. Kufa raconte son histoire d'origine, qui a commencé dans cette ville il y a 8 ans. Un incendie a détruit l'orphelinat de l'église où il vivait. Blossom a été impliqué dans des expériences illégales utilisant le gène Mike. Au milieu de la tragédie, une araignée géante a forcé Blossom à poursuivre les expériences, même lorsqu'il voulait abandonner. Au cours de la discussion, Kufa, qui était mort, fut ressuscité avec ses cheveux blancs brillants. L'araignée a été surprise de voir un demi-vampire vivre dans une église. Kufa vit alors Rose, également orpheline, blessée. Pour la sauver, il a bu son sang et l'a transformée en vampire. L'araignée lui a demandé s'il voulait la transformer en monstre. À ce moment-là, des guerriers de la guilde des Chevaliers Blancs arrivèrent et attaquèrent l'araignée. Elle était plus forte et a tué 2 hommes, blessant le chef. Lorsque l'araignée a essayé de transformer le chef en cobaye, Kufa a attaqué sa tête et lui a arraché les yeux. L'homme en a profité pour tirer plusieurs fois sur la créature, puis a tiré une balle spéciale qui a détruit le corps de l'araignée. Le soldat a vu Kufa à côté de Rose et lui a demandé ce qu'il avait l'intention de faire. Kufa répondit qu'il scellerait les souvenirs de Rose de lui et du fait qu'elle était un vampire, afin qu'elle ne ressente pas de soif de sang. Il leur a demandé de laisser Rose vivre et a promis qu'elle ne ferait de mal à personne. En échange, il s'est offert comme subordonné. L'homme lui a demandé s'il acceptait qu'elle l'oublie. Kufa pleura et dit qu'il serait satisfait si elle était heureuse. Rose s'est réveillée et l'a appelé frère une dernière fois. Kufa la réconforta en scellant ses souvenirs. Après avoir terminé l'histoire, avec Melita assise sur ses genoux, Kufa dit qu'aucun endroit n'est sûr pour Rose en ce moment. S'ils sont capturés, ils seront tous deux exécutés. Il demande à Melita de promettre de ne le dire à personne. Il dit que si elle rompt sa promesse, il sucera tout son sang. Melita, rougissante, promet de garder le secret. Kufa révèle que l'araignée de l'orphelinat de Lankando a survécu et est derrière les récentes attaques. Il soupçonne que Blossom est toujours impliqué et veut utiliser Rose comme une arme, la forçant à avoir des enfants avec des utilisateurs de mana. Kufa dit qu'il doit cacher sa véritable identité pour éviter d'être persécuté. Melita est outrée par cela et Kufa dit qu'il a un plan, mais qu'il a besoin de son aide. Il lui demande si elle est prête à risquer sa vie, et Melita répond qu'il peut prendre sa vie et sa pureté en bonus. Peu de temps après, Rose se rétablit complètement et est forcée d'épouser un inconnu, toujours sans être pleinement consciente. Alors que Blossom est sur le point de célébrer le mariage, Melita envahit l'église et s'y oppose. Elle crie à Rose qu'elles sont toutes deux rivales dans leur amour pour Kufa et qu'elle ne lui permettra pas d'abandonner. Rose ne se souvient pas de qui est Kufa, et essayer de s'en souvenir la laisse confuse. Melita taquine en disant qu'elle a déjà embrassé son tuteur 2 fois. Les mots de Melita réveillent Rose. Elle prend ses armes et déclare qu'elle va tout régler avec Melita. Ils activent tous deux leur mana et disent qu'ils prouveront avec force qui aime le plus Kufa. Rose attaque en premier et Melita répond avec un coup enflammé, qui rate mais touche Blossom. Une petite araignée saute de ses cheveux et Melita pointe son épée, disant que s'il ne riposte pas, il sera vaincu. L'araignée libère une brume et prend forme humaine. Elle dit que Melita n'a plus aucune chance, mais Melita ne se laisse pas intimider. Elle affirme devant tout le monde qu'il est le Sri Lankais responsable de toutes les attaques. Le Sri Lankais se présente comme Nakwa et affirme qu'il a sous-estimé Melita. Lorsque tout le monde essaie de l'affronter, Nakwa les chasse avec une attaque de vent et s'échappe par une porte secrète. Rose court après lui et le maudit mentalement alors qu'elle se souvient de tout ce qu'elle a été forcée de faire. Elle a attaqué un étudiant de l'académie, a attaqué les orphelins de l'église et a même attaqué son propre chiot, Ellie. Cependant, au moment où elle a essayé de sucer le sang d'Ellie, l'instinct de son professeur a pris le dessus et Rose a résisté, même si Nakwa l'a exhorté à céder. Nakwa n'a pas aimé la résistance et a essayé de la tuer, mais Rose a réussi à survivre. Rose rattrape Nakwa et le confronte, lui demandant s'il était également responsable du désastre qui s'est produit dans son enfance. Il apparaît soudainement et l'attrape par le cou, disant qu'elle était maintenant encore plus dangereuse car elle avait retrouvé ses souvenirs. Il l'étouffe et, bien qu'elle crie fort, elle commence bientôt à perdre ses forces. À ce moment-là, Kufa apparaît et le repousse d'un coup de pied, disant à Nakwa de rester loin de sa sœur. Kufa demande à Rose de se réveiller, et les pouvoirs de vampire cachés en elle sont activés. Kufa affirme que les deux vaincront Nakwa, mais l'ennemi est confiant. Nakwa dit qu'il appartient aux Iraxions, l'une des castes dirigeantes des ténèbres, et qu'il ne sera jamais vaincu. Il reprend sa véritable forme et Kufa tente de le couper d'un saut rapide, mais le coup ne pénètre pas l'armure. Rose le soutient alors avec ses disques et effectue une séquence d'attaques pour le distraire. Les attaques de Rose brisent un rocher, envoyant des débris voler vers Nakwa, mais il utilise ses toiles pour contenir les morceaux et riposter contre les deux demi-vampires. Kufa et Rose esquivent. Rose se positionne en dessous et lance Nakwa dans les airs avec une attaque précise. Il est jeté dans la zone de gravité 0, où son corps est piégé dans les airs. Kufa en profite, saute avec précision et délivre un coup de poing entièrement chargé,
empalant le corps de Nakua sur un rocher pointu. La foudre frappe l'endroit, mettant fin à l'attaque. Malgré cela, Nakua survit en dispersant son corps en des millions de minuscules parties. Il s'échappe par une fissure dans le sol et Rose craint qu'il ne revienne un jour. Kufa assure que cela n'arrivera pas. Nakua tente de s'échapper par un tunnel souterrain qui mène à l'église, mais Melita et les autres filles l'attendent déjà. Les filles éliminent les araignées avec leurs attaques, et Nakua leur crie d'arrêter. Dehors, Rose serre Kufa dans ses bras en lui disant qu'elle se souvient de tout ce qu'elle avait oublié. Kufa semble secoué et tend presque la main vers le flacon de médicaments dans sa poche, mais change d'avis. Il se tourne vers Rose et, d'un léger contact sur ses blessures, la paralyse. Il prétend qu'il scellera à nouveau ses souvenirs, car c'est seulement alors qu'elle pourra continuer à vivre en société. Kufa utilise son pouvoir pour sceller les souvenirs de Rose, qui pleure et dit qu'elle ne veut pas oublier, car elle veut rester aux côtés de son frère aîné. Kufa promet qu'il sera toujours là pour prendre soin d'elle. Avec cela, Rose perd à nouveau ses souvenirs de lui. Pendant ce temps, Blossom est dans sa chambre isolée, pleurant sur le corps d'une femme. Kufa apparaît et déduit qu'il s'agit de la femme de Blossom, dont le corps se transforme en lanquet après la disparition de Nakua. Kufa pense que sauver sa femme est la raison pour laquelle Blossom a conclu un accord avec Nakua. Blossom se met à pleurer et dit qu'elle n'avait pas le choix. Kufa se souvient de son enfance et dit que lui et sa mère ont été persécutés dans cette ville et étaient destinés à mourir comme mendiants. À cette époque, Blossom les a accueillis et est resté aux côtés de la mère de Kufa jusqu'à la toute fin. Blossom dit qu'elle l'a fait uniquement sur un coup de tête, mais Kufa sort une fiole de sa poche et dit qu'à l'intérieur se trouve un médicament capable de transformer un lanquet partiel en un humain normal. Kufa dit que c'est en signe de gratitude pour ce que Blossom a fait pour lui et verse le liquide dans la bouche de la femme. La femme de Blossom commence à se rétablir et retrouve son apparence humaine. Blossom la serre dans ses bras avec émotion et Kufa lui dit au revoir, l'appelant son père adoptif pour la dernière fois. Par la suite, les étudiants retournent à l'académie en commentant que Blossom s'est rendu aux autorités et a pris l'entière responsabilité des événements récents. Ellie reprend conscience et veut savoir ce qui s'est passé pendant qu'elle était inconsciente. Melita refuse de dire quoi que ce soit et Ellie menace de la chatouiller jusqu'à ce qu'il découvre la vérité. Pendant ce temps, Kufa est seule, réfléchissant à tout ce qui s'est passé. Rose s'assoit en face de lui et essaie de comprendre pourquoi elle ne se souvient de rien de la ville. Il lui demande si elle n'aurait pas dû rester dans sa ville pour aider la famille, mais Rose dit que sa mère saura comment gérer tout cela. Rose commente qu'elle a toujours eu un rêve depuis qu'elle est enfant. Elle voulait rencontrer une personne importante qui avait passé beaucoup de temps avec elle, mais dont elle ne se souvenait pas. Elle a donc rejoint la guilde Crest Légion et est devenue célèbre, espérant que cette personne la trouverait. Alors qu'elle parle joyeusement, Melita s'approche et s'assoit à côté de Kufa, disant à Rose de garder ses distances maintenant que leur fausse relation est terminée. Rose est dérangée par cela, et Melita la taquine en disant qu'elle a déjà embrassé Kufa 2 fois. Le reste du temps, Kufa passe son temps à écouter les deux se disputer. Les cours reprennent bientôt et l'enseignant demande aux élèves ce qu'ils savent sur les 7 classes de base et leurs avantages et inconvénients. Melita essaie d'impressionner le professeur en récitant tout comme si elle avait lu une encyclopédie, tandis que Kufa la regarde de loin et pense qu'elle a beaucoup grandi. Malgré cela, il sait que beaucoup de gens sont dérangés par le succès soudain d'une fille considérée comme un échec. Le directeur annonce qu'avant la fin de l'année, un événement final appelé l'examen Vidriagot aura lieu. Melita et Ellie ne savent pas ce qu'est Vidriagot, et Kufa explique qu'il s'agit d'un immense labyrinthe sous la ville qui contient la plus grande bibliothèque de l'histoire de l'humanité. L'examen est difficile et dangereux, mais ceux qui le réussissent reçoivent une licence de bibliothécaire et peuvent explorer les archives oubliées de l'humanité. Seuls les étudiants à partir de la 2e année peuvent postuler, donc théoriquement Melita et Ellie ne pourraient pas participer. Cependant, le directeur apparaît et demande aux deux s'ils souhaitent passer l'examen cette année. Kufa dit qu'ils sont encore en première année, mais le directeur répond que puisqu'ils ont été choisis comme candidats Luna, ils doivent prouver que ce n'était pas une erreur. Pendant ce temps, Mew et Sarah remettent un rapport sur le tournoi de Luna à l'académie et à la faction noble qu'ils représentent. Mew affirme que le mana de Melita était très différent de celui d'Ellie, ce qui convainc les membres de la faction que la mère de Melita était impliquée avec un autre homme. Il conclut que Melita n'est pas la fille légitime de la famille Angel. Le frère de Sarah suggère de divulguer cette information à toute la société noble. Tout le monde est immédiatement d'accord, mais l'homme aux cheveux roses propose de trouver un moyen de convaincre les gens. Mew prétend avoir une solution et montre un livre ancien appelé le Codex Anders, trouvé à Vidriagot. Elle dit qu'ils peuvent utiliser le livre pour révéler les origines douteuses de Melita, et l'homme approuve l'idée. Il déclare qu'avec ce document, ils renverseront la maison Angel et mèneront une révolution. Quand tout le monde part, Sarah s'inquiète pour Melita, mais son frère prétend qu'il le fait pour son propre bien. Il dit que beaucoup de choses étranges entourent Melita, et qu'ils doivent lui épargner de nouvelles souffrances. Sarah croit tout ce qu'elle entend, même si elle ne le comprend pas entièrement. L'homme aux cheveux roses lui tend un stylo spécial, utilisé par un ancien bibliothécaire de Vidriagot, et espère que cela lui donnera du courage. Le lendemain, à l'académie,
Melita et Kufa trouvent une agitation en entrant. Un homme masqué apparaît devant le réalisateur et prétend ne pas être un suspect. Il dit qu'il est juste là pour voir sa fille. Il regarde autour de lui, voit Melita et court vers elle, l'appelant fille. Melita est confuse alors que tout le monde murmure à propos de sa famille. L'homme dit que la famille Angèle lui a volé sa femme et sa fille. Alors qu'il s'approche, Kufa dégaine son épée pour le repousser. L'homme masqué se révèle être un acrobate de cirque, fait des pirouettes et s'échappe en disant que le petit ami de sa fille est trop agressif. Il jette son chapeau et disparaît, laissant Melita désemparée. La nuit, Kufa reçoit un message codé indiquant que Melita est en danger. Il répond en demandant de l'aide et se rend dans sa chambre pour un contrôle de routine. Être distrait peut vous faire déraper. Melita lui demande s'il s'inquiète de ce qui s'est passé ce matin. Kufa dit qu'elle a toujours eu peur que des rumeurs se répandent si l'on découvrait qui était l'homme derrière sa sœur. Il pense que l'homme masqué voulait seulement ternir l'image de la famille Angèle, et Melita reconnaît qu'il n'a aucun lien avec sa mère. Kufa dit que les ennemis vont encore essayer d'autres choses, et Melita demande si elle peut faire quelque chose à ce sujet. Kufa décide de la tester et lui demande de prendre au sérieux l'examen de chèvre Vidria. Melita est nerveuse car l'examen est dangereux, mais Kufa dit que si elle le réussit, elle montrera à tout le monde qu'elle est prête à affronter le monde. Melita demande ce qui se passe si elle échoue, et Kufa répond avec des insinuations qui la laissent embarrassée. Elle demande un prix spécial si elle réussit. Kufa promet qu'il exaucera tous ses vœux si elle réussit. Le jour de l'examen, les filles suivent le directeur jusqu'aux portes de la bibliothèque. Ellie fait équipe avec Melita, et les deux sont déterminés à gagner. Shisa leur conseille de ne pas en faire trop. Ils montent sur la plateforme magique et Kufa dit à Melita qu'il attendra de bonnes nouvelles. Le réalisateur actionne l'ascenseur qui commence à descendre lentement. Melita tient la main du professeur jusqu'au dernier moment, avant que les portes ne se ferment. Lors de la descente, le directeur explique que chaque élève doit se rendre à son niveau désigné et terminer la mission dans le temps imparti. Elle prévient également que les fantômes d'anciens bibliothécaires hantent les lieux et attaquent quiconque tente de voler des livres. Elle prévient que les fantômes les plus dangereux se trouvent aux étages inférieurs. À ce moment-là, l'ascenseur s'arrête brusquement, sans même avoir atteint le premier niveau. Des tentacules émergent des murs et brisent l'ascenseur, attaquant les filles. Melita s'accroche à Ellie avec désespoir. Dehors, Kufa et Rose sont en attente lorsqu'une religieuse arrive, terrifiée d'apprendre que la directrice est partie. Elle dit qu'un visiteur important est arrivé et que Kufa doit l'accueillir. Quand il demande qui c'est, la réponse le choque. Le visiteur est Felgus Angel, le père officiel de Melita. Kufa va rencontrer Felgus et lui dit que Melita et Ellie passent l'examen de certification de bibliothèque. Felgus déclare que Melita n'a pas besoin de participer et lui remet une lettre pour la retirer de l'école. Il ordonne à Kufa de la ramener immédiatement. Kufa lui demande d'arrêter et lui demande pourquoi il lui bloque le chemin. Felgus mentionne l'incident avec l'homme masqué et dit qu'exposer Melita au public porterait préjudice à la famille. Il informe que Kufa sera également démis de ses fonctions. Kufa demande une année supplémentaire pour prouver les résultats. Felgus dit que, même si Kufa voit du potentiel chez Melita, elle-même n'y croit pas encore. Kufa insiste sur le fait qu'il connaît son élève mieux que quiconque et demande une dernière chance. Felgus semble commencer à reconsidérer. À ce moment-là, une autre religieuse entre dans la pièce avec une lettre scellée du sceau d'un serpent et l'informe qu'elle a été remise au bureau du directeur. Felvi reconnaît le sceau comme appartenant à la guilde Grinfu et ouvre immédiatement la lettre. Au dos de la lettre se trouve un haïku cryptique qui suggère que les filles qui sont entrées dans la bibliothèque risquent de perdre la vie. À l'intérieur de la bibliothèque, les tentacules kidnappent uniquement Melita et Ellie, les séparant du reste du groupe et les emmenant à un étage inconnu. Les deux s'inquiètent à la fois des autres étudiants et de leur emplacement, mais Ellie remarque que le verre enchanté a commencé à briller, ce qui signifie que l'examen a commencé. Les filles décident de poursuivre la mission même sans savoir à quel étage elles se trouvent. Melita se souvient qu'il devrait être au 5e niveau, qui n'est pas aussi dangereux. Cependant, deux fantômes d'anciens bibliothécaires apparaissent et attaquent. Melita et Ellie activent leur mana et se positionnent pour la bataille. Les fantômes avancent avec des attaques incessantes, forçant les filles à se concentrer uniquement sur le blocage et l'esquive. Après un moment, Melita commence sa contre-attaque, poussant le fantôme contre une étagère et le tranchant avec son épée. La soif de combat s'éveille en elle, et elle commence à s'amuser. Elle commence à imiter les mouvements que Kufa utiliserait dans cette situation et se rend compte qu'elle a appris chaque détail de son style de combat. Melita bat complètement le fantôme. Pendant ce temps, Ellie bat également son adversaire. Les deux hommes célèbrent en se touchant la main et acquièrent la confiance qu'ils peuvent réussir l'examen même sans l'aide du directeur. Ellie remarque que leurs armes sont endommagées après un seul combat et commente qu'ils ne pourront peut-être pas gérer plus de 2 fantômes à la fois. Comme si le destin l'avait entendu, de nouveaux fantômes apparaissent de tous côtés et les entourent. Le nombre est clairement supérieur à 4. Alors que tout semble perdu, un ouragan engloutit l'environnement et élimine tous les fantômes à la fois. Melita essaie de comprendre ce qui s'est passé et, lorsqu'elle lève les yeux, elle voit de l'aide arriver. Mew et Sarah apparaissent en prétendant être venus sauver les deux. Mew déclare qu'elle passe également l'examen de certification de bibliothèque et suggère que tous les 4 passent le test ensemble. Melita commente que cela n'est peut-être pas autorisé,
mais Mew répond qu'il n'y a personne qui regarde, donc c'est bien. Mew convainc rapidement Sarah et annonce que les 4 héritiers des 3 grandes maisons ducales entreprendront ensemble leur première mission. Melita et Ellie sont enthousiasmés par cette idée. Mew sort de son sac un livre magique qui fonctionne comme une carte et dit qu'ils sont au 2e niveau. Selon le livre, ils doivent monter au 5e étage, où se déroule le véritable test. Melita est surprise par l'existence de textes magiques qui fonctionnent à l'intérieur de la bibliothèque. Mew explique que ces livres ont une utilité limitée et qu'ils existent précisément pour semer la confusion chez les intrus. Mew tend l'un de ces livres à Melita, qui remarque que le contenu est écrit dans une langue étrange. Mew explique que sans licence de bibliothécaire, ils ne peuvent pas lire. Sarah félicite Mew pour ses connaissances et dit que sa famille est composée de chercheurs et de bibliothécaires. Ellie commente qu'il n'est pas juste que Mew sache tout même si c'est sa première fois dans cet endroit. Mew ressent la pression du regard de chacun et change de sujet. Elle dit que le texte magique peut être activé avec le mot-clé « Il était une fois ». Mew demande à Melita de dire le mot. Ce faisant, une brume enveloppe le groupe et ils se transforment tous. Melita commence à porter une robe magique semblable à celle de Cendrillon. Mew explique qu'ils ont reçu la bénédiction des contes de fées. Melita bénéficie désormais d'une protection divine. Ellie représente le petit chaperon rouge et a reçu la férocité du grand méchant loup. Mew dit qu'il représente Aladdin et qu'il a accès à la magie du génie 3 fois. Sarah a finalement été transformée en la petite sirène. Les 3 autres se moquent d'elle parce qu'elle est la seule à avoir des courbes visibles jusqu'à ce que la magie du livre prenne fin. Ellie leur rappelle qu'ils doivent se dépêcher avant la fin de l'examen. Ils courent vers la salle d'examen et trouvent un livre flottant au centre de la pièce leur demandant s'ils veulent continuer. Une fois confirmé, ils se voient confier la tâche de réparer et de réorganiser les livres dans cette pièce. La pile de livres est énorme, mais ce n'est pas le seul défi. Un lutin mangeur de livres magiques émerge de la pile, et ils doivent le vaincre pour terminer la quête. Melita attaque immédiatement le premier lutin et restaure le livre, mais découvre bientôt qu'il y en a beaucoup d'autres cachés. Ils apparaissent tous en même temps. Melita demande aux autres d'organiser les livres pendant qu'elle affronte les créatures. Même la tâche la plus simple en apparence s'avère également difficile, car les livres résistent à être placés sur les étagères. Ellie parvient à positionner l'un des livres et Mew découvre, en l'examinant, qu'il s'agit d'un puzzle. Mew demande à Melita de retenir les diablotins pendant qu'elle résout l'énigme. Melita chasse les diablotins tandis que Mew ordonne à Ellie et Sarah de réorganiser les livres. Après avoir résolu l'énigme, Mew lance le dernier livre à Melita. Sarah propulse Melita dans les airs et Ellie empêche les diablotins de se mettre en travers de son chemin. Melita jette le dernier livre et les lutins restants implosent. Elle tombe, mais Sarah la rattrape avec sa magie de vol. Les 4 célèbrent la victoire. 4 livres commencent à briller et se transforment en certificat de réussite à l'examen. Il ne reste plus qu'à retourner dans le monde extérieur à temps. Mew demande à Melita et Ellie pourquoi ils veulent tant réussir ce test. Melita réfléchit et répond qu'elle veut être reconnue comme la fille de la famille Angèle et également approuvée par le professeur qui croit en elle. Mew dit que réussir ce test ne prouve pas qu'elle est une fille légitime de la maison des anges. Melita reste silencieuse, mais Ellie la défend. Mew s'excuse pour le commentaire et change de sujet. Peu de temps après, Mew invite le groupe à partir, mais Sarah vole le livre de Melita et refuse de le rendre. Mew la presse contre le mur et exige qu'on lui rende le livre, mais Sarah prétend que l'examen était un piège depuis le début. Pendant ce temps, les élèves seniors terminent leurs examens et rencontrent le directeur. Le réalisateur informe que les tentacules qui ont détruit l'ascenseur ont été invoqués par un ancien texte magique. Elle promet d'enquêter une fois de retour à l'académie. Krista s'inquiète pour les étudiants de première année, mais le directeur dit qu'ils doivent retourner à l'école pour obtenir des renforts. À ce moment-là, 2 hommes cagoulés apparaissent et déclarent que personne ne quittera cet endroit vivant. Le réalisateur soupçonne qu'ils sont responsables de l'attaque et, avec Krista, décide de les affronter. Cependant, les 2 ne sont que des marionnettes zombies, et le vrai contrôleur apparaît ensuite. Un vieil homme à l'apparence d'un sorcier se présente comme un apôtre de la guilde Grinfu, un lanquais artificiel et nécromancien. Le directeur demande pourquoi il attaque les élèves. Il répond que les morts ne racontent pas d'histoire. Il invoque plus de serviteurs qui attaquent les filles. Le réalisateur tente de les protéger, mais il est poignardé dans le dos. Elle tombe à genoux et promet de protéger ses élèves jusqu'à la fin. Le nécromancien exauce ce souhait en ordonnant aux zombies d'attaquer, mais Kufa arrive à temps et sauve la situation. Kufa coupe tous les ennemis avec son épée. Lorsque le nécromancien en invoque encore plus, ils subissent tous le même sort. Kufa bat le nécromancien et les zombies restants perdent leur force. La directrice s'évanouit et 2 filles s'excusent d'avoir lu le texte magique qui a donné naissance aux tentacules. Ils disent qu'ils suivaient les ordres de leurs parents et qu'ils ne savaient pas que cela arriverait. Mais le danger n'est pas encore écarté. Le nécromancien renaît sous la forme d'un être mort vivant nommé Gigachin. Il ordonne à ses serviteurs de l'aider, et Kufa se prépare à se battre à nouveau. Il soutient le directeur tandis que les autres courent vers l'ascenseur, mais Gigachin apparaît et invoque les fantômes de la bibliothèque pour les attaquer. Kufa tente de les affronter, mais découvre qu'il ne peut pas les toucher sous sa forme humaine. Il pense à libérer son pouvoir de vampire, mais hésite. Révéler ce secret pourrait l'éloigner de Melita. L'aide arrive juste au bon moment. Une cage faite de bandages protège les étudiants. La momie,
désormais allié à Kufa, apparaît et retient Gigashin pour contenir ses pouvoirs. Le mort-vivant tente de résister, mais la momie lui brise les os et les réduit en poussière. Kufa vous remercie. La momie dit qu'il a besoin que Kufa reste en vie pour qu'il puisse mener à bien leur plan. Les filles montrent toujours de la peur lorsqu'elles sentent qu'il est un lycanthrope, mais Krista le remercie de leur avoir sauvé la vie. La momie est gênée, car elle n'a jamais reçu de compliment de sa vie, et prévient Kufa que le danger n'est pas encore passé. La lettre envoyée au directeur n'était qu'un prétexte pour retirer Kufa de l'académie. La guilde Ulgraphiste prévoit d'attaquer l'école et d'éliminer tous les étudiants qui ont entendu l'homme masqué se faire passer pour le père de Melita. Kufa pense qu'ils n'y parviendront pas, car il a laissé son équipe de réserve à l'académie et est convaincu que les envahisseurs ont déjà été neutralisés. À ce moment-là, le chef de Kufa arrive et demande à la momie si elle souhaite rejoindre la guilde. La momie refuse et dit qu'elle est seulement intéressée par un échange d'informations. En échange de la méthode permettant de transformer un Sri Lankais en humain, il promet d'agir comme un espion et de signaler les activités criminelles. Le patron accepte l'accord. La momie dit alors à Kufa qu'il a reçu des informations sur un cambriolage non autorisé à la bibliothèque et que l'une des 3 grandes familles, les Chiksal, est impliquée. Il charge Kufa d'enquêter et le fait courir à la recherche de Melita, craignant qu'elle soit en danger. Aux étages inférieurs, Melita demande à Sarah ce qu'elle voulait dire par l'examen étant un piège. Ime examine le livre et découvre qu'ils ont réussi le test de 5e niveau au lieu du 6e. Les filles se rendent compte que Mew et Sarah les ont trompées et veulent savoir pourquoi. Alors que les fantômes de la bibliothèque disparaissent, Mew en profite pour prendre le livre des mains de Sarah. Elle sourit lorsqu'elle découvre que la classe de Melita n'est pas paladin, mais samouraï. Mew s'enfuit en disant que cette information doit être transmise à l'homme aux cheveux roses. Sarah utilise sa magie de vol pour aider Melita à l'atteindre. Melita rattrape finalement Mew, la jette au sol et exige de savoir pourquoi elle l'a trahi, même si elle prétendait être son amie. Mew caresse le visage de Melita et répond qu'elle a fait tout ça parce qu'elle l'aime. Puis Mew prononce le mot-clé et active le pouvoir de tous les textes magiques qui l'entourent. Les pages commencent à tourner dans l'air, entourant les deux, et Sarah crie à Melita de s'éloigner, mais il est trop tard. Une intense lumière violette les entoure et Melita perd momentanément la vue. Dans la lumière, elle commence à rêver. Dans ce rêve, Melita se souvient des gens qui l'ont rejetée en tant que Shio, Ellie, parce qu'ils la considéraient comme n'ayant aucun talent, et comment Kufa a été le premier à l'accepter comme élève. Lorsque le rêve se termine, Melita se retrouve dans un endroit couvert de brume et se rend compte qu'elle porte une tenue de femme de chambre. Mew la salue et l'informe qu'elle se trouve dans un tribunal illusoire et qu'elle doit bien se comporter, car le véritable procès est sur le point de commencer. Le brouillard se dissipe et Melita réalise qu'elle est dans une salle d'audience avec un public masqué. Le juge est Pinman. La séance commence et Melita ne comprend toujours pas ce qui se passe. Mew révèle que Pinman est le juge et également le responsable de tout ce plan. Elle prétend qu'elle a agi sous son commandement en conduisant Melita et les autres dans ce piège. Melita comprend la situation et refuse de participer à la pièce, déclarant qu'elle doit terminer son examen de bibliothèque. Pinman dit qu'elle ne peut pas partir et l'appelle une fausse fille de la famille Angèle. Il ordonne à Mew d'activer le codex d'Ambre, un livre qui commence à enregistrer chaque mot prononcé à partir de ce moment-là. Pinman ouvre la séance en accusant Melita d'avoir trompé le pays pendant 13 ans, en se faisant passer pour la fille légitime de la famille Angèle. Il prétend qu'un homme est apparu prétendant être son vrai père et utilise le fait que Melita détient la classe des samouraïs comme preuve que sa lignée est douteuse. Melita répond en disant qu'il y a des cas où même les enfants légitimes de familles nobles ne bénéficient pas de classe de haut rang. Pinman réplique en demandant pourquoi son mana ne s'est réveillé qu'à l'âge de 13 ans. Melita hésite et le public se retourne contre elle. Les gens prétendent que la mère de Melita a trompé Felgus parce qu'il était toujours occupé par son travail. Melita ne supporte plus de l'entendre et crie, disant à tout le monde de se taire. Elle déclare qu'elle se souvient clairement de l'amour entre sa mère et son père et déclare qu'elle rejoindra la Crest Légion pour prouver sa valeur en tant que fille de la famille Angèle. Pinman lui dit qu'elle devra le prouver sur place et ordonne à Sarah de l'attaquer. Sous contrôle mental, Sarah attaque Melita, qui tente de l'arrêter. Melita esquive les coups et Ellie lance son épée pour l'aider. Lorsque Melita et Sarah se font face, Mew empêche Ellie d'intervenir. Sarah demande à Melita d'arrêter de résister et promet qu'elle mettra fin à cela sans douleur, mais Melita déclare que sa classe de samouraï ne doit pas être sous-estimée. Elle presse Sarah, qui utilise sa capacité de vol pour profiter des hauteurs et commence à lancer des lances sur Melita. Melita continue de bouger pour éviter les attaques. Mew commente que Melita n'a aucune chance contre la classe dragon de Sarah et que si elle est vaincue là-bas, tout le monde croira qu'elle ne mérite pas le nom de famille Angèle. Ellie se souvient quand Melita a dit que Mew était gentil et beau et maintenant il est en colère de voir que c'était un mensonge. Ellie décide de protéger Melita des faux amis comme Mew. Pendant ce temps, Melita continue d'essayer d'atteindre Sarah dans les airs. Beaucoup pensent que Sarah est en train de gagner, mais Pinman observe avec inquiétude et se demande comment Melita tient bon si longtemps. Soudain, Melita trébuche et Sarah en profite pour attaquer, croyant qu'elle va gagner,
mais Melita s'écarte au dernier moment et détruit les ailes volantes de Sarah. Tout le monde est choqué par la tournure des événements et Melita déclare fièrement qu'elle se sent honorée d'être un samouraï. Elle dit qu'elle a quelqu'un qu'elle admire et qu'aux côtés de cette personne, elle prouvera sa valeur. Le public commence à croire que Melita est en réalité la fille du duc et qu'ils ont commis une trahison en l'emprisonnant. Voyant le changement d'avis, Paimon joue sa dernière carte. Il active le stylo magique qu'il avait donné à sa sœur. Le stylo tombe de la poche de Sarah, une goutte d'encre tombe sur le sol et se transforme en trou noir. L'encre prend la forme d'un dragon et lance une boule de feu sur Melita. Mais Sarah, revenue à elle, la sauve. Melita explique que c'est le pouvoir d'un stylo magique alternatif capable d'inverser les effets des textes magiques. Le trou noir grandit et engloutit une partie du public, tandis que les autres s'enfuient. Melita décide qu'elle ne peut plus rester immobile et veut vaincre le dragon d'encre. Sarah essaie de l'arrêter, mais Miyu et Ellie arrivent pour l'aider. Les trois unissent leurs forces. D'abord, ils aident le public à s'échapper. La dernière survivante à partir est la gouvernante d'Ellie. Melita la reconnaît, mais la laisse partir, ainsi que les autres conspirateurs. Alors qu'ils tentent de sortir, les portes se ferment et l'homme masqué apparaît au centre du jardin. Il transforme l'endroit en cage avec ses pouvoirs et annonce que le temps est venu pour l'événement final. Ellie tente de l'attaquer pour venger sa sœur, mais il jette de l'encre noire sur son épée, qui commence à se désintégrer. Il la renverse d'un seul coup et tente d'attaquer Melita. À ce moment-là, Kufa apparaît et coupe l'attaque, transformant l'encre en eau. Melita est soulagée de le voir, et Kufa promet qu'il la protégera vraiment maintenant. Mais Melita décide de se battre à ses côtés, pas seulement de le regarder. Les deux avancent vers l'homme masqué. Pendant que Kufa le distrait, Melita se positionne derrière lui et tente de le surprendre. Il esquive, mais Kufa et Melita imitent parfaitement ses mouvements. Kufa le propulse dans les airs et Melita le propulse plus loin avec la poignée de son épée, se souvenant de son entraînement avec Kufa. Finalement, Kufa utilise sa technique ultime, 1000 lames, et entoure l'ennemi de lame spectrale, détruisant à la fois l'homme masqué et la cage magique. Melita court pour embrasser Kufa, ravie de la victoire. Les autres filles regardent et disent que les deux ont besoin d'intimité. Bientôt, tout le monde retourne au monde réel et leurs routines reviennent à la normale. Pinkman cache son implication dans les enlèvements et l'attaque, rejetant toute la faute sur l'homme masqué, qu'il a lui-même tué. L'homme masqué était un ancien membre de la Légion Crest, et ses recherches continuent. Felgus prend en charge la sécurité à l'académie. Peu de temps après, le jour de son départ arrive. Melita court vers lui, rassemblant le courage de parler. Felgus s'approche et dit qu'à l'époque de sa grand-mère, un parent avait également la classe de samouraï, donc elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Il complimente ses cheveux dorés et dit qu'elle ressemble à sa mère, ce qui fait pleurer Melita. Alors qu'elle sanglote, Felgus part et confie sa fille aux soins de Kufa. Plus tard, Melita et Kufa se rencontrent dans le jardin où tout a commencé. Elle dit qu'elle a choisi son prix pour avoir réussi l'examen. Elle demande à Kufa de rester à ses côtés jusqu'à ce qu'elle soit reconnue par la société. Quand ce jour viendra, elle promet de risquer sa vie pour le protéger en retour. Kufa, touché par la promesse, lui baise la main et promet qu'il ne la laissera jamais seule.